Bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue à ce sixième cours de la série. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la dichotomie isotopique, ce qui est un peu une révolution moderne dans le monde de la cosmochimie. C'est quelque chose qui a été mis en évidence il y a une quinzaine d'années, qui a vraiment pris de l'ampleur dans les derniers 10 ans. C'est un peu compliqué, mais on va y aller doucement, vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Et vraiment, ça nous donne énormément de contraintes sur l'histoire du disque et la première évolution du système solaire. Mais bon, commençons dans l'ordre et doucement. Donc, encore un rappel sur ce que sont des isotopes. Les isotopes sont différents atomes du même élément. Donc, ils ont le même nombre de protons, et c'est les nombres de protons qui donnent les caractéristiques chimiques de l'élément, mais un nombre de neutrons différents. Par exemple, ici, on a un carbone. Le carbone existe sous la forme de 3 isotopes. Il y a le carbone 12 qui a 6 protons et 6 neutrons, le carbone 13 qui a 6 protons et 7 neutrons, le carbone 14 qui a 6 protons et 8 neutrons. Pareillement, l'oxygène existe sous la forme oxygène 16, 17, 18, toujours 8 protons, mais 8, 9 ou 10 neutrons. Et donc, on a beaucoup d'éléments, ont plusieurs isotopes différents. Alors, certaines réactions chimiques, et surtout les réactions physiques, comme par exemple l'évaporation, la condensation, etc., peuvent changer les rapports isotopiques d'un élément. Okay. C'est parce que les éléments ont la même propriété chimique, mais ils ont des masses différentes, donc ont tendance à se comporter de façon un peu différente. Et là, par exemple, c'est un exemple terrestre assez clair. Donc déjà, je vous rappelle cette notion, pour représenter un rapport isotopique, par exemple ici, les rapports entre l'oxygène 17 ou 18 par rapport à l'isotope le plus commun qui est l'isotope 16, on prend ces rapports dans l'échantillon d'intérêt et on fait les rapports par rapport au même rapport dans un standard. Le standard, c'est pour l'oxygène SMO, ça veut dire Standard Mean Ocean Water, donc c'est la moyenne de l'océan standard. Et donc on soustrait 1 de façon que cette quantité soit 0 si les rapports isotopiques sont les mêmes. Et vu que les différences typiquement sont petites, on les multiplie par un facteur 1000 et on obtient ainsi cette échelle delta. Et donc ici, vous voyez par exemple comment les réactions physiques peuvent changer le rapport isotopique. Donc on part d'un océan qui est 0 par définition, mais les isotopes les plus lourds, évidemment 17 et 18, ont tendance à aller plutôt vers le fond de l'océan. Ça c'est plutôt normal. Donc au fond de l'océan, vous avez une eau qui est enrichie en oxygène 17 en oxygène 18. En revanche, l'eau qui s'évapore est plutôt déplétée dans les éléments lourds, dans les 18 ou dans les 17, parce que les 16 un peu plus facile, un peu plus léger, donc un peu plus facile à libérer sous forme de vapeur. Et donc les nuages, quand vous formez un nuage, il y a un fractionnement, la valeur de delta n'est pas 0, mais typiquement moins 10. Et ensuite, les nuages créent de la pluie, et quand il y a donc la pluie, de la vapeur d'eau qui condense, là, on a tendance à faire condenser davantage les éléments lourds que les éléments légers, qui ont plutôt tendance à rester dans les gaz. Donc la pluie a toujours un delta qui est moins négatif du nuage. Et à fur et à mesure que la pluie tombe, les nuages deviennent de plus en plus négatifs. Et donc la pluie aussi, mais la pluie est toujours moins négative que le nuage qu'il a généré. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que les processus physiques peuvent créer des fractionnements isotopiques. Mais ces fractionnements isotopiques créés par les processus physiques et certains processus chimiques dépend vraiment de la masse des isotopes. La masse, c'est la seule différence qui rentre en jeu dans ce type de transformation. Donc, ce sera des fractionnements isotopiques qui dépendent de la masse. Et les fractionnements isotopiques dépendants de la masse sont déterministes et suivent donc une loi très simple. Si vous regardez, on fait les rapports isotopiques oxygène 18 sur oxygène 16, c'est-à-dire delta 18, et l'oxygène 17 sur l'oxygène 16, delta 17, en partant d'une grandeur, par exemple de l'océan, vous avez ces fractionnements isotopiques, mais vu qu'ils sont dépendants de la masse, les fractionnements isotopiques dans le rapport 18 sur 16 sera toujours le double que les fractionnements isotopiques du rapport 17 sur 16, parce que la différence en masse entre 18 et 16 est 2, et la différence en masse entre 17 et 16 est 1.
Donc on fractionne toujours 2 fois plus l'oxygène 18 que l'oxygène 17. Donc si vous partez de l'océan, vous aurez que les fonds des océans sera plutôt par là, mais toujours sur une ligne d'une pente en demi. Les nuages et la pluie seront plutôt par là, mais toujours sur cette ligne d'une pente en demi. Vous prenez un objet qui n'est pas terrestre, par exemple une météorite, elle sera en général en dehors de cette ligne, un échantillon sera sur une autre ligne. Et donc là, il y a un fractionnement isotopique qui ne dépend pas de la masse, parce que si les fractionnements isotopiques avaient simplement dépendu de la masse, l'échantillon serait sur la pente qui passe par les points terrestres. Et donc cette anomalie isotopique indépendante de la masse se mesure comme la distance de la ligne qui passe par mon échantillon extraterrestre par rapport à la ligne qui passe par les échantillons terrestres. Et on peut faire ça pour l'oxygène, on peut faire ça par exemple pour les chromes. Alors historiquement, pour les chromes, on plotte les 54 sur 52 sur l'axe des Y et les 53 sur 52 sur l'axe des X. Donc cette fois, la différence en masse est 2 fois plus grande sur l'axe des Y que sur l'axe des X. Donc la pente de fractionnement dépendant de la masse aura une pente, la ligne de fractionnement dépendant de la masse aura une pente de 2, mais le principe est la même. Donc, si vous avez juste du fractionnement dépendant de la masse, vous êtes sur une ligne, et si vous avez un fractionnement indépendant de la masse, vous êtes sur une autre ligne. Donc, vous l'aurez compris, pour déterminer s'il y a une anomalie isotopique indépendante de la masse, il faut regarder des éléments qui ont au moins 3 isotopes. Si vous avez seulement 2 isotopes, c'est raté, vous ne pourrez jamais savoir si votre fractionnement est dépendant de la masse ou pas. Mais si vous en avez 3, vous pouvez, parce que le fractionnement dépendant de la masse doit suivre une pente bien déterminée. Alors, est-ce qu'il y a des anomalies indépendantes de la masse? Oui, bien sûr. Par exemple, là, on a vu oxygène et chrome. Donc, regardons un peu où se placent les météorites. On avait déjà vu ces diagrammes lors du cours numéro 3, quand je parlais des CAI. Donc, vous avez la ligne terrestre avec une pente en demi, pas en demi, désolé. Et là, on avait vu lors du cours 3 Mars. Mars, c'est l'échantillon, les météorites martiennes s'appellent SNC, donc c'est les lobes rouges, et les HED, qui sont les météorites qui viennent des Vesta, qui sont un peu séparés, donc une légère anomalie isotopique indépendante de la masse. Mais après, si vous regardez les autres météorites, les anomalies indépendantes de la masse sont beaucoup plus grandes. Les chondrites ordinaires sont au-dessus de la ligne terrestre, les Roumourti aussi. Les chondrites carbonées typiquement sont plus bas, les CAI et les soleils sont là-bas bien plus bas. Donc voilà, on a plein d'anomalies isotopiques indépendantes de la masse en oxygène. Et en chrome, pareil, donc celle-ci, la ligne des pentes 2, ça n'a pas l'air bien raide, mais l'échelle ici est beaucoup plus grande que l'échelle là, comme vous pouvez constater. Donc les échantillons terrestres doivent tomber sur cette ligne, et vous voyez que différentes autres météorites tombent tout à fait ailleurs. Donc il y a bien des fractionnements isotopiques indépendantes de la masse. Alors, quand vous avez des éléments qui ont 3 atomes, on fait comme 3 isotopes, on fait comme je vous ai montré, mais parfois il y a des éléments qui ont beaucoup plus d'isotopes. Le xénon, par exemple, les titanes, etc. Dans ces cas-là, on utilise pour déterminer l'existence d'anomalies isotopiques indépendantes de la masse une autre technique, qui est la technique de la double normalisation. Alors, on commence. Donc, imaginons qu'on a un élément qui a 5 isotopes. On va les ranger n-1, n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. C'est les différentes masses des différents isotopes. Donc, tout d'abord, on calcule les rapports entre les nombres d'atomes qui ont une masse J et les nombres d'atomes qui ont une masse n, n étant l'isotope le plus abondant. Et on fait ça pour notre échantillon et on fait ça pour les standards. Donc, vu que IN sur IN égale à 1, aussi bien l'échantillon que les standards sont égaux à 1, ici, en correspondance de l'isotope N. Donc, c'est la première normalisation. Ensuite, une fois qu'on a calculé ces rapports, on calcule un rapport relatif. Donc, on prend les rapports dans l'échantillon, on fait la différence par rapport au même rapport pour les standards, et on divise par les rapports du standard. Et donc, si on fait ça, le standard est une ligne horizontale à 0, parce que standard moins standard, c'est l'identité, donc c'est 0.
Et pour l'échantillon, ben, vous avez que les différents rapports isotopiques, ben, pour n c'est toujours la même, tombent ailleurs. Alors vous pouvez remarquer que vu que c'est une différence relative, par exemple ici, sur l'isotope n plus 1, il semble y avoir une grande différence, mais la valeur pour le standard est aussi très élevée, donc quand vous divisez par la valeur du standard, vous avez une petite différence, alors qu'ici la différence est petite en valeur absolue, mais quand vous divisez par les valeurs du standard qui est petite aussi, vous trouvez une différence relative qui est plus grande. Voilà. Okay. Et ensuite, vous dites, OK, bon, il y a des différences, mais est-ce que ces différences sont des fractionnements dépendants de la masse ou pas? Comment les savoir? Donc, vous faites une supposition, vous prenez un autre isotope bien choisi, par exemple n plus 2, et vous dites, bon, peut-être cette différence est dépendante de la masse. Si c'est dépendant de la masse, ben, on peut tracer une droite, hein, parce que si c'est dépendant de la masse, ça voudrait dire que la différence pour l'isotope n plus 1 doit être la moitié de la différence que j'enregistre pour l'isotope n plus 2. Et la différence pour l'isotope n plus 3 doit être 3,5 à celle que j'enregistre pour l'isotope n plus 2, parce que c'est la loi du fractionnement par rapport à la masse. Donc on fait les rapports entre les valeurs mesurées et les valeurs attendues sur cette ligne qui serait la ligne du fractionnement dépendant de la masse. Et vous trouvez ces graphiques-là. Alors quand l'échantillon et les standards coïncident, donc voilà, il n'y a pas d'anomalie indépendante de la masse, donc il n'y a rien de particulier à signaler. Mais quand ils se séparent du standard, ben là, ça veut dire qu'il y a bien une anomalie indépendante de la masse voilà, qu'on ne peut pas expliquer simplement par un processus de fractionnement dépendant de la masse. Alors, quels sont les atomes pour lesquels on a découvert des anomalies indépendantes de la masse? Donc, il y en a qui sont, donc, parmi les anomalies indépendantes de la masse, certaines, comme par exemple pour l'oxygène ou pour l'azote, peuvent s'expliquer par des processus au sein du disque, comme par exemple l'auto-écrantage. On avait vu ça pour l'oxygène au cours 3. Bon, ce n'est pas très grave si vous avez oublié. Mais pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas vraiment de processus de disque évidents qui peuvent créer ces fractionnements isotopiques indépendants de la masse. Et les consensus est que ces fractionnements isotopiques indépendants de la masse sont plutôt liés au processus de synthèse des éléments dans le cosmos et sont donc appelés anomalies isotopiques nucléosynthétiques parce que vient du processus de la synthèse des éléments chimiques. Alors ce tableau, qui est le tableau de Mendeleïev, vous montre en couleur les différents éléments pour lesquels on a détecté pas seulement une anomalie isotopique indépendante de la masse, mais aussi une anomalie isotopique indépendante de la masse qu'on pense être d'origine nucléosynthétique. Alors, il y a un groupe d'éléments très important, ce qu'on appelle les groupes des éléments du fer, occupent la même ligne du tableau de Mendeleïev que les fers, les mêmes orbitales, remplissent les mêmes orbitales que les fers. Et là, en couleur, vous avez les éléments du groupe du fer qui montrent des anomalies nucléosynthétiques, donc les calcium, les titanes, les chromes, les fers, les nickels et les zinc. On va les retrouver tous plus tard. À part les éléments du groupe du fer, les autres éléments qui montrent des anomalies nucléosynthétiques, en général, sont plus lourds que les fers, à quelques exceptions près, comme les néons et les potassiums, mais en général, les autres sont plus lourds. Et il y a deux éléments pour lesquels on n'est pas encore sûr s'il y a des anomalies nucléosynthétiques ou pas, le silicium, l'osmium, donc c'est sous débat dans la communauté. Donc on ne va pas en parler davantage. Alors vu que ces anomalies sont nucléosynthétiques, ouvrons la parenthèse sur la synthèse des éléments, n'est-ce pas, pour y comprendre quelque chose. Alors les éléments sont synthétisés au sein des étoiles. À l'origine, lors du Big Bang, il n'y a en gros que deux éléments qui sont créés, c'est l'hydrogène et l'hélium, un tout petit peu de lithium. Mais tous les autres éléments que nous connaissons autour de nous, dans nous, sont synthétisés dans les étoiles par le processus de fusion nucléaire. Alors le processus de fusion nucléaire, c'est deux atomes qui rentrent en collision et qui forment un atome plus lourd, parfois par les biais aussi d'une décroissance radioactive. Et ces atomes plus lourds, en fait, ont un peu moins de masse que la masse initiale des atomes qui collisionnent. Et donc, ce déficit de masse s'est traduit en une production d'énergie par l'équation d'Einstein, E égale mc2. Donc, la première étape de la synthèse
est la collision de deux atomes d'hydrogène. Et ces deux atomes d'hydrogène donc, formeraient un objet qui a deux protons, qui est très très instable. Donc il y a un positron qui est tout de suite relâché, un proton devient un neutron, et on forme donc H2, donc l'hydrogène qui est un proton et un neutron, qui s'appelle aussi le deutérium. Ensuite, ce deutérium peut rentrer en collision avec un autre atome d'hydrogène pour former un atome d'hélium 3, donc un atome qui a deux protons et un neutron. Et si un atome d'hélium 3 rentre en collision avec un autre atome d'hélium 3, ben, il se casse en partie, il y a deux protons, donc deux noyaux d'hydrogène qui sont libérés, mais ce qui reste est un atome d'hélium 4, donc l'hélium stable, qui a deux protons et deux neutrons. Donc comme ça, l'hydrogène produit de l'hélium, c'est ce qui se passe actuellement au centre du Soleil, et c'est comme ça qu'on produit l'énergie, c'est comme ça qu'on voudrait produire l'énergie dans les futures centrales nucléaires à fusion, parce qu'il n'y a pas de déchets radioactifs et l'hydrogène est très abondant, et voilà, ça serait la panacée, et on ne produit pas du CO2, mais on ne sait pas faire. Ensuite, les étoiles peuvent continuer à produire des atomes plus lourds. Disons, quand tout l'hydrogène s'est transformé en hélium, cette réaction ne peut plus avoir lieu, donc on ne peut plus produire de l'énergie. Donc l'étoile se contracte. En se contractant, la température augmente, la pression augmente, et on peut voir des collisions entre atomes plus lourds. Donc là, par exemple, une collision entre deux atomes d'hélium 4 qu'on vient de produire, qu'on a produit auparavant, peut produire un atome de beryllium 8. Donc là, c'est 4 protons et 4 neutrons. Et celui-là, quand il rentre en collision avec un troisième atome d'hélium 4, peut produire le carbone 12. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, et à chaque fois, en contractant, en augmentant la température, on peut former des atomes de plus en plus lourds, jusqu'au fer. Le fer est l'atome disons, les moins massif par rapport à son poids atomique. Donc, ça veut dire que par fusion nucléaire, je peux produire de l'énergie jusqu'à produire du fer, mais si je veux produire des éléments plus massifs que le fer, et on produit plus d'énergie, il faut fournir de l'énergie. Et donc, les étoiles ne peuvent pas synthétiser, par les processus de fusion nucléaire, des atomes plus lourds que le fer. Alors, ce sont seulement les étoiles très grandes qui, en contractant, peuvent atteindre au noyau, dans la partie centrale de l'étoile, des conditions de pression et de température pour produire les fers et les nickels dans leur cœur. Et donc, on aura à la fin de la vie de ces étoiles, donc c'est des étoiles typiquement de plus de 8 ou 10 masses terrestres, 10 masses solaires, un noyau de fer et de nickel, et autour, il y aura des shells, des couronnes, qui ont synthétisé aussi des éléments qui sont moins lourds que le fer et le nickel, mais quand même plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, et seulement la couche superficielle va garder l'hydrogène et l'hélium primordial. Alors, pour vous donner une idée, parce que voilà, on pense toujours en astronomie, au grand temps, etc., ces tableaux vous donnent, fait un schéma de ce qui se passe au centre d'une étoile de 20 masses solaires. Donc, d'abord, avec l'hydrogène, on produit de l'hélium. Ensuite, avec l'hélium, on produit l'oxygène et le carbone. Et puis, en fusionnant les carbones, on produit néon et magnésium. Enfin, après, le néon permet de produire l'oxygène et le manganèse. L'oxygène permet de produire le silicium et le soufre. Le silicium permet de produire le fer. Ça, c'est la température à laquelle il faut être pour faire ces synthèses. Donc, pour faire la fusion nucléaire, ça suffit d'avoir 20 millions de degrés, c'est quand même considérable, c'est pour ça qu'on ne sait pas faire dans nos centrales, mais après, pour synthétiser les fers, il faut 3 milliards de degrés, 3 milliards et demi de degrés. Et la chose que je trouve plus bluffante est le temps dans lequel l'étoile produit ces différentes réactions. Cette étoile, bon, les étoiles massives ne durent pas très longtemps, le Soleil dure 4 milliards d'années, mais les étoiles massives durent seulement quelques dizaines de millions d'années. 10 millions d'années sont passées à produire de l'hydrogène. Après seulement 1 million d'années passées à produire l'oxygène et le carbone, puis ça descend à 1000 ans pour produire les néons et le manganèse, et 3 ans pour produire l'oxygène et le magnésium, 10 mois pour produire silicium et soufre, et 1 semaine pour produire le fer. Et après, c'est fini,
et l'étoile ne peut plus rien produire, et donc elle s'effondre, et c'est ça qui crée son explosion comme supernova. En fait, pendant qu'il y a les réactions, c'est la suite des réactions nucléaires dans les noyaux, même les couches superficielles continuent à produire par fusion nucléaire d'autres atomes, surtout à l'interface entre les couches. Évidemment, on ne peut pas produire du fer et du nickel parce qu'ils sont plus superficiels, la température et la pression ne sont pas suffisantes, mais par exemple, là, à la frontière entre ces deux couches, on continue à produire du néon, etc. Donc, et ensuite, les étoiles, une fois qu'ils ont fini de produire de l'énergie, ne peuvent pas aller davantage produire de l'énergie, ben, d'une manière ou d'une autre, relâchent une grosse partie des éléments qu'ils ont synthétisés dans l'espace. Alors, si l'étoile est petite, moins de 7 masses solaires, l'étoile évolue en une géante rouge, donc ce sera aussi ce qui va faire les soleils, et la géante rouge perd toutes les couches les plus externes dans le cosmos, graduellement, hein, disons, et ça forme ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires, parce qu'auparavant, on les avait confondues avec les disques protoplanétaires. Mais en fait, ce ne sont pas des disques protoplanétaires, c'est des coquilles sphériques, des gaz qui sont relâchés, quittent l'étoile et sont relâchés dans l'univers. Évidemment, là-dedans, il n'y aura pas de fer, parce que l'étoile est petite, elle n'a pas synthétisé. Mais il y aura les autres éléments que l'étoile a pu synthétiser, typiquement jusqu'au carbone ou à l'oxygène. Si vous avez des étoiles plus massives, de l'ordre de 7-11 masses solaires, ou plus grand que 11 masses solaires, vous avez à la fin une explosion en supernova. Et l'explosion supernova est vraiment très violente. Et là aussi, une grosse partie des matériels de l'étoile sont envoyés dans le cosmos. Et en particulier pour les étoiles plus massives que 11 masses solaires, il y a aussi du fer du noyau qui est éjecté dans l'espace. Et donc, il y a ces grandes structures de gaz qui sont dispersées dans l'espace, et ce qui reste au centre, soit une étoile de neutrons, soit un trou noir, selon la masse de l'étoile qui a explosé. Et c'est comme ça que tous ces éléments synthétisés dans l'étoile se retrouvent dans le cosmos par le biais de ces gaz qui sont lancés d'une manière plus ou moins violente dans la galaxie. Alors, pour revenir aux anomalies isotopiques nucléosynthétiques, alors, les anomalies isotopiques nucléosynthétiques du groupe du fer, apparemment, ces formes sont créées, synthétisées lors de l'explosion des supernovae par des réactions d'or équilibre. Et les grands porteurs qui portent ces anomalies isotopiques sont des nanospinels, des oxydes présolaires, etc. Bon, peu importe. Mais ça, c'est juste les éléments du groupe du fer qui sont vraiment synthétisés lors de l'explosion. Ensuite, il faut produire les éléments plus lourds que le fer, parce qu'il y en a, hein, de tungstène par exemple, molybdène, même des éléments qu'on utilise tous les jours. Et ces éléments-là ne peuvent pas être produits par fusion, parce que le fer est l'élément qui est le plus léger pour sa masse atomique. Donc la manière dont ces éléments sont produits, c'est par spallation, par implantation de neutrons. Donc vous avez un atome, un noyau, avec ses protons en rouge, ses neutrons en noir, et il est bombardé par un flux de neutrons, okay, qui est émis par l'étoile pendant l'explosion ou pendant son évolution, on verra. Et donc ces neutrons s'implantent dans les noyaux et donc créent un noyau qui a le même nombre de protons, mais maintenant un plus grand nombre de neutrons. Et typiquement, il y a une décroissance radioactive, le processus de la décroissance bêta. Donc, il y a des neutrons qui éjectent un électron et se transforment en protons. Et donc, on transforme certains neutrons en protons jusqu'à quand on arrive à un élément stable. Et après, il n'y a plus d'évolution qui a lieu. Donc, la décroissance bêta fait passer d'un atome qui est très déséquilibré en termes de neutrons par rapport aux protons jusqu'à un atome stable. Alors, on a deux types de processus dans ce type de réaction. Les processus R et les processus S. La différence, c'est juste dans la quantité de neutrons qui s'implantent sur un noyau sur les temps typiques d'une décroissance bêta. Donc, dans les processus R comme rapide, vous avez beaucoup de neutrons qui arrivent avant qu'un neutron puisse décroître un proton par l'éjection d'un électron. Et dans les processus S, par contre, c'est un neutron qui arrive après l'autre, doucement. Et donc, il y a toujours le temps qu'un neutron perde un électron et se transforme en proton avant que les prochains neutrons arrivent. Ceci, c'est
traduit dans une évolution de tableau des éléments différentes. Donc ici, vous avez tous les éléments rangés selon les nombres de leurs neutrons et les nombres de leurs protons. Donc une ligne, c'est un élément donné parce que c'est le même nombre de protons. Donc ça, c'est la ligne du zinc, ça, c'est la ligne du cuivre, ça, c'est la ligne du germanium, etc. Et là, vous avez les différentes valeurs des neutrons. Alors, dans le processus S, donc comme je dis, on accrète un neutron, et si l'atome est instable, il a le temps de décroître. Donc par exemple, vous avez du cuivre 65, il est stable. Il reçoit un neutron, il devient du cuivre 66. Le cuivre 66 est instable, c'est pour ça qu'il n'y a pas de case. Et là, vu que le processus est lent, on a le temps d'avoir une décroissance bêta. Donc un neutron devient un proton. Donc cet atome-là, cuivre 66, devient du zinc 66. Un proton de plus, un neutron de moins, le même poids atomique, toujours 66, mais on change de ligne. Okay. Donc on a maintenant un atome de zinc 66. Le zinc 66 reçoit un neutron. Très bien, il devient zinc 67, il est stable. Donc il ne doit pas se transformer. Alors il arrive un autre neutron, et ça fait du zinc 68. Stable encore, il n'y a rien qui se passe. Puis il arrive un autre neutron, ça fait du zinc 69. Le zinc 69, il est instable. Mais vu que c'est un processus lent, il y a le temps pour une décroissance bêta. Donc mon zinc 69 devient du gallium 69. Et après, il y a un autre neutron qui arrive. Donc le gallium 69 devient gallium 70. Gallium 70 est instable. On a le temps de décroître. Ça devient germanium 70, et ainsi de suite. Après, ça va là. Là, je vous demandais pourquoi on descend, parce que là, c'est une autre décroissance, ce n'est pas la décroissance bêta, donc, mais c'est l'autre, c'est la décroissance par éjection d'un positron. Donc là, c'est un proton qui s'est traduit en neutron, et on devient du gallium 71, et ainsi de suite. Donc, vous construisez tous ces éléments-là, et comme vous voyez, par un pattern qui s'éloigne jamais plus d'une case de là où se trouvent des atomes stables. Okay. Après, vous avez les processus R. Le processus R, vous pouvez rentrer avec plein de neutrons avant qu'il y ait la possibilité de décroître par décroissance bêta. Donc, par exemple, vous passez du cuivre 65, vous bombardez neutrons, ça peut arriver jusqu'à là, par exemple. Et après, il y a le flux de neutrons peut s'arrêter, et il y a la décroissance bêta qui vous ramènera au premier élément stable. Par exemple, si vous êtes arrivé ici, qui est du cuivre 72, et après le flux de neutrons s'arrête, ça décroît, et vous produisez du germanium 72. Mais par exemple, vous pouvez décroître un tout petit peu, et puis il y a encore un flux de neutrons qui continue, donc ça vous ramène là, et après, si le flux de neutrons s'arrête, par série de décroissances, vous arrivez au sélénium 80, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très différent. Et ce processus R permet de synthétiser des éléments qui ne peuvent pas être atteints par le processus S. Ce sont tous les éléments qui sont séparés par au moins une case des autres, comme les zinc 70. Vous voyez, le processus S ne peut pas atteindre les zinc 70, donc le zinc 70 est produit seulement par le processus R. Le germanium 76 seulement par le processus R, et ainsi de suite. En revanche, il y a des éléments qui peuvent être produits à la fois par les processus S et par les processus R. Donc, il y aura une fraction de l'isotope qui est produite par un processus et une fraction qui est produite par l'autre. Et il y a aussi des éléments qui peuvent être produits seulement par S et pas par R. Par exemple, celui-là. Celui-là est bien produit par les processus S. Vous voyez la ligne rouge, il passe dedans. Mais la décroissance radioactive qui vient du processus R est bloqué par le germanium 76 qui est stable. Donc celui-là est protégé par le germanium 76 et donc la décroissance bêta en partant d'ici n'arrivera jamais là. Donc là, c'est un atome qui est produit seulement par les processus S. Donc pour chaque isotope, on peut avoir une production seulement par les processus S, seulement par les processus R, ou on peut les deux. Alors qui fait ces deux processus S et R? Alors le processus S, donc c'est un flux gentil de neutrons, c'est plutôt les étoiles pas trop massives. Donc les étoiles de l'ordre de 1,5, 3 masses solaires, qui deviennent ces géantes rouges dans Asymptotic Giant Branch, donc, et que pendant la phase d'expulsion de leur couche pour former la nébuleuse planétaire, émet aussi beaucoup de neutrons, pas un énorme flux, donc c'est pour ça que c'est le processus S, et ces neutrons peuvent impacter des atomes qui sont relâchés dans les couches. Alors ces atomes sont des atomes lourds, mais l'étoile ne les a pas synthétisés parce que ce n'est pas une étoile très massive. Donc c'est des atomes lourds qui s'est trouvé déjà dans l'étoile, hérités d'une génération précédente d'étoiles. Et donc c'est comme ça qu'on produit tous ces isotopes par les processus S, et typiquement les porteurs
sont les carbures de silicium qu'on retrouve, on l'avait vu dans la matrice. Les processus R, par contre, ont besoin d'un grand flux de neutrons, donc il faut être beaucoup plus violent. Et donc, jusqu'à récemment, on pensait que seulement les supernovae pouvaient faire ça, parce qu'évidemment, dans l'explosion, il y a un grand flux de neutrons. Dernièrement, on a trouvé un nouveau type d'étoile, un nouveau type d'explosion, c'est les kilonovae. Alors, les kilonovas, la première kilonova a été détectée en 2017 par onde gravitationnelle. C'est ça qui a conduit au prix Nobel il y a 4 ans sur la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, c'est la collision de 2 étoiles de neutrons. Donc, 2 étoiles de neutrons laissées par des étoiles évoluées rentrent en collision. Et c'est des étoiles de grande densité, donc ça crée des ondes gravitationnelles. Mais évidemment, ça a des étoiles à neutrons, donc ça crée une explosion de neutrons. Et ça permet de faire ce processus R. Ceci est démontré, parce qu'en fait, les ondes gravitationnelles ont permis, par triangulation, parce que ce sont des ondes gravitationnelles détectées à 3 endroits différents sur Terre, de voir d'où ça venait. Ça venait d'une certaine galaxie, même pas la nôtre, une autre galaxie. On a pointé tous les télescopes dans cette direction, on a vu un flèche lumineux, parce que la lumière qui est produite dans ces collisions, ce ne sont pas des collisions entre trous noirs, hein, donc il y a de la lumière qui est produite. Et on a aussi fait des analyses spectroscopiques et effectivement, on a détecté du strontium et du yttrium qui sont des isotopes produits par les processus R et on les a bien détectés dans ces flashs lumineux. Donc les kilonovae aussi produisent ce type d'éléments. Et ensuite, donc, tout ça, donc, éjecté par les étoiles évoluées à Syntactic Giant Branch, les supernovae, les kilonovae, tout ça injecte du matériau avec ces rapports isotopiques dans la galaxie, et à partir de ces nuages de matière, de temps en temps, on forme des étoiles entourées par leurs disques. Les disques produisent des planètes. Et donc, voilà, tous les éléments que nous retrouvons ici, sur notre Terre, mais aussi dans notre corps, viennent des étoiles. Et donc, c'est bien pour ça que le grand Hubert Reeves a titré son livre « Poussière d'étoiles ». Nous sommes tous des poussières d'étoiles, sauf l'hydrogène, lui vient même du Big Bang. Voilà. Donc, après cette introduction sur les éléments, sur les anomalies nucléosynthétiques, voyons ce que les météorites nous disent. Alors, commençons par, donc on a bien compris, il y a le groupe du fer, il y a les isotopes produits par les processus R, les isotopes produits par les processus S. Donc, on va les regarder séparément. On commence par les isotopes des atomes du groupe du fer. Donc, j'avais dit calcium, titane, chrome, fer et zinc. Et là, on voit, dans chacun de ces diagrammes, on pouvait les combiner comme vous voulez, titanium vers calcium, titanium vers chrome, calcium vers fer, etc. Vous voyez que les météorites se placent dans 2 groupes avec un trou au milieu. Et c'est ce qu'on appelle la dichotomie isotopique. Donc, il n'y a pas un continuum, on pourrait s'attendre, bon, d'abord, on s'attendait que les disques soient complètement homogènes. Et ça l'était, jusqu'à quand les spectromètres de masse n'ont pas permis d'avoir des résolutions de l'ordre d'une partie sur 1 million. Et après, on pourrait s'attendre que, bon, même si le disque n'est pas complètement homogène, qu'il y ait juste des gradients. Mais là, on découvre, et c'est un peu un choc, c'était un choc pour tout le monde, que ce n'est pas un gradient, ce n'est pas homogène, ce n'est pas un gradient, c'est une dichotomie, c'est-à-dire il y a un trou au milieu, il y a un groupe séparé d'un autre groupe. Okay. Alors, les chondrites carbonés font partie d'un groupe, et les chondrites non carbonés font partie de l'autre groupe. Et dans l'autre groupe, on trouve aussi certains achondrites, comme les urélites, par exemple, les HED, et on trouve aussi les échantillons terrestres, les échantillons martiens, mais bon, des planètes, on parlera l'année prochaine. Et donc, voilà, on est tous là dans les groupes des non-carbonés. Et c'est pareil, si vous combinez les éléments comme vous voulez. On peut observer que les objets non carbonés, donc les rouges, là, tombent sur une ligne. Okay. Et cette ligne pointe vers les chondrites carbonés, en particulier, surtout si on va vers le fer, vers les CI, les fameuses CI, les météorites de composition solaire. Donc on pourrait proposer, ça a été proposé par le groupe de Copenhague, que finalement ces gradients n'est rien d'autre qu'un mélange, une droite de mélange, où on part d'un extrême, donc un pôle de nature
disons, primaires, qui seraient les urélithes, et après on rajoute des quantités variables de matière CI, et donc voilà, plus on rajoute de matière CI, plus on va vers les CI, et enfin, à la fin on ne rajoute jamais suffisamment de matière CI pour arriver là, et donc ça explique les trous. Okay. Effectivement, quoi que vous regardiez, ça tient toujours, les urélithes c'est plutôt toujours à l'extrême, les CI sont là, et si vous connectez urélithes et CI, en gros, vous avez tous les trends des non carbonés. Ceci tient la route jusqu'à quand on ne regarde pas les isotopes produits, les anomalies nucléosynthétiques produites dans les processus S. Donc là, dans ces diagrammes, je combine une anomalie nucléosynthétique du groupe du fer, comme les titanes, c'est toujours les titanes sur l'axe des Y, et différentes anomalies isotopiques produites dans les processus S. Donc c'est les zinc, les zirconium 96, le ruthenium 100, les néodymes 145, le molybdène 94. Et là, vous voyez que les objets NC, donc les rouges, tombent toujours sur une ligne, mais cette fois, les lignes ne pointent pas vers les chondrites carbonés. Et donc, si vous faites un mélange mécanique entre une urélite et une chondrite carbonée, ben, vous tirez une ligne qui va par là, qui n'est pas du tout compatible avec la ligne qu'on observe. Okay. Et si on combine deux éléments produits par les isotopes S, par exemple deux isotopes du néodyme, le cas 148 et 150, ou le molybdène avec les zirconium, etc., on voit encore une fois que les non carbonés tombent sur une ligne. Cette fois, la ligne semble pointer vers les chondrites carbonés, mais elle est inversée. Tout à l'heure, on avait les urélites qui étaient les plus loin des carbonés, et puis ça montait vers les chondrites ordinaires, en statite, la Terre, vers les chondrites carbonés. Et là, c'est exactement l'inverse. Vous avez les chondrites ordinaires, puis les chondrites en statite sont plus loin, puis les chondrites de la Terre sont loin. En fait, vous prenez cette direction qui va ailleurs que les chondrites carbonés et vous les combinez. Donc, en fait, tout ça exclut qu'il y ait un mélange mécanique entre les urélites et les CI. Ce n'est pas possible. Ça pourrait expliquer les anomalies du groupe du fer, mais pas du tout les autres anomalies. Et donc, certainement, l'origine de la dichotomie et cette disposition des objets non carbonés sur une ligne demande une interprétation plus compliquée. Et en particulier, c'est assez étonnant qu'en combinant un isotope qui est produit par un processus S avec un autre isotope qui est produit par un autre processus qui lui implique les supernovae, il y a une corrélation, et donc tous les objets non carbonés tombent sur une ligne. Ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on comprend. Je reviendrai au cours 8, qui sera le cours sur les choses qu'on ne comprend pas. Voilà, donc, OK. Alors, maintenant, venons aux isotopes produits par le processus R. Et en particulier, il y a un élément qui est très important, c'est le molybdène. Le molybdène a plusieurs isotopes, et en fait, les atomes du molybdène sont produits à la fois par le processus R et le processus R, mais de manière différente. Le processus S produit à peu près autant de molybdène 94 que de molybdène 95. Donc, si vous recevez, si votre anomalie isotopique a été produite seulement par le processus S, vous devriez être sur une ligne qui est à peu près diagonale sur ce diagramme. Par contre, le processus R produit beaucoup plus facilement des atomes de molybdène 95 que des molybdène 94. Donc, si vos anomalies isotopiques ont été produites que par le processus R, vous devriez plutôt évoluer sur une ligne très raide comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les météorites? Les chondrites carbonés sont là, les ronds bleus, définissent une ligne qui, elle, est parfaitement parallèle à ce qu'on s'attend par le processus S. Là, c'est ceux qui ont reçu moins d'isotopes par le processus S, ça, c'est ceux qui ont reçu plus d'isotopes par le processus S, mais sont sur la même ligne. Donc, c'est comme si, parmi les chondrites carbonés, il n'y avait pas eu d'atomes de molybdène reçus, produits par le processus SR. Okay. Les uns par rapport aux autres. Les chondrites non carbonés sont ailleurs, sont plus bas, donc sont clairement différentes. Mais le molybdène nous offre un autre avantage. Le molybdène est un élément sidérophile, donc on le retrouve en grande quantité dans les météorites de fer. Et donc pour la première fois, on a pu analyser les anomalies nucléosynthétiques des météorites de fer au lieu que des chondrites et achondrites style croûte.
Et les météorites de fer sont là les symboles pleins. Et vous voyez qu'elles tombent soit sur la ligne définie par les chondrites carbonés, soit près des chondrites non carbonés, en fait, aident à définir une ligne de matériel non carboné qui, elle, est un peu inclinée par rapport à ce qu'on s'attend par le processus S. Donc là, il y a bien une différence d'atomes produits par le processus S, mais aussi un peu par le processus R. C'est une ligne un peu inclinée. Donc l'anomalie nucléosynthétique ne se retrouve pas seulement dans les chondrites, qui sont des planétésimaux qui se forment relativement tard, mais se trouve aussi dans les météorites de fer, qui sont issus des planétésimaux qui se forment relativement tôt. Et ça, c'est une clé pour essayer déjà de comprendre l'origine de cette hétérogénéité qu'on voit dans les disques. En principe, si vous ne voyez pas toujours les mêmes isotopes, donc il y a une hétérogénéité, c'est une hétérogénéité pourrait être spatiale ou temporelle. Donc ça pourrait être dû au fait que des corps se forment à des temps différents au même endroit, disons la ceinture des astéroïdes, pour simplifier, mais à des temps différents, et les disques en train d'échanger de composition. Ou alors, elle pourrait être due au fait que les disques ont un gradient de composition, une différente composition de sa partie interne et de sa partie externe, et les corps se forment à des endroits différents, et donc enregistrent les propriétés isotopiques que les disques à des endroits différents. Le fait de mesurer la même dichotomie isotopique dans les chondrites et les météorites de fer nous permet de casser cette ambiguïté. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. Donc, les météorites de fer, on a vu le cours la semaine passée, donc ils sont issus de corps parents qui se sont différenciés autour de la million d'années. Alors peut-être se sont différenciés, non pardon, oui voilà, ils se sont différenciés un peu plus tôt pour, alors la fois passée je vous avais montré ces diagrammes, hein, c'était les temps des différenciations, des formations du noyau. Je vous avais dit d'ignorer les différentes couleurs rouge et bleu. Maintenant, vous savez ce que sont les couleurs rouge et bleu. Donc, les couleurs bleues, c'est les météorites de fer qui ont les mêmes propriétés isotopiques, les mêmes anomalies isotopiques des chondrites carbonés. Et les rouges, c'est les météorites de fer qui ont les mêmes propriétés anomalies isotopiques des météorites non carbonées. Et donc, les non carbonés se différencient un peu plus tôt que les carbonés. Donc, peut-être c'est des planétésimaux qui se forment un peu plus tôt, peut-être ce retard des non carbonés est dû à différentes compositions chimiques, on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, c'est des objets qui se forment dans la première million d'années, maximum 1,2 million d'années. Les chondrites se forment beaucoup plus tard. On a vu la fois passée, les chondrites ordinaires en statite se forment à 2 millions d'années, les chondrites carbonés se forment entre 3 et 4 millions d'années. Donc, clairement, on n'a pas une séquence temporelle. On a déjà une dichotomie non carbonée-carbonée bien avant que les chondrites se forment. Et donc, la première hypothèse, que les corps se forment à des temps différents dans un disque en train de changer de composition, est simplement impossible. La seule possibilité qu'il y ait une ségrégation, donc il n'y a pas de ségrégation temporelle, il doit y avoir une ségrégation spatiale. Les disques ne doivent pas être uniformes, doivent avoir des différentes propriétés isotopiques dans une partie interne et une partie externe, et les objets qui ont une composition isotopique, des anomalies isotopiques non carbonées, doivent se former dans une partie du disque. Les objets qui ont les anomalies isotopiques des objets carbonés doivent se former dans une autre partie du disque, et les deux parties du disque doivent être séparées, parce que sinon il n'y aurait pas de dichotomie, il y aurait un continuum. Donc là, il doit y avoir un trou, il y a une zone où il n'y a rien qui s'est formé. Ah. Et évidemment, bon, si on doit choisir qu'est-ce qui se forme plus près du Soleil, ben, c'est forcément les non carbonés, parce que les carbonés, on l'a vu lors du deuxième cours, sont riches en eau, riches en éléments volatiles, donc ont clairement une chimie d'un disque plus froid que les non carbonés. Donc si on doit les placer à deux endroits du disque différents, ça fait sens de mettre les chondrites carbonés dans les disques plutôt externes et les chondrites non carbonés dans les disques plutôt internes. La Terre fait partie aussi des non carbonés, donc ceci a du sens. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve face à deux grandes questions. Okay. Comment les disques ont acquis une hétérogénéité radiale de composition? Et deuxièmement, comment on l'a préservée pendant des millions d'années? Parce qu'on trouve cette hétérogénéité au niveau des météorites de fer, donc à 1 million d'années, mais encore la même plus tard, à 2-4 millions d'années. Donc commençons par cette question.
Alors, quand la dichotomie isotopique, les premiers articles qui pointaient la dichotomie isotopique, notamment sur les chromes, titane, ont été publiés, une idée avait été proposée, qui est que, en fait, cette différence isotopique entre disque interne et disque externe soit due simplement à un reprocessing de la matière dû au fait que le disque est beaucoup plus chaud, la partie interne, que la partie externe. Et donc, comment ça marche? Bon, imaginons un cas où les porteurs de l'anomalie isotopique soient un grain relativement volatile. Donc, ce grain est bien solide dans la partie externe du disque parce qu'il fait froid, mais quand il migre vers la partie interne où il fait chaud, il évapore et donc il ne peut pas être accrété. Donc, les planétésimaux qui se forment dans la partie externe peuvent capturer ces grains solides porteurs de l'anomalie, et les planétésimaux qui se forment dans la partie interne ne peuvent pas capturer les grains porteurs de l'anomalie parce que c'est évaporé, et on accrète seulement des solides. Donc on aurait des planétésimaux affectés par l'anomalie dans la partie externe, pas affectés par l'anomalie dans la partie interne. On pourrait imaginer l'autre cas de figure, que les porteurs de l'anomalie soient un grain très réfractaire, alors que les grains plus volatiles sont normaux, disons, du point de vue de l'anomalie isotopique. Alors, tous ces grains migrent vers l'intérieur, mais les grains réfractaires, quand ils migrent dans la partie interne du disque, parce que les réfractaires restent solides, c'est la définition réfractaire, alors que les grains normaux, pas porteurs de l'anomalie, mais qui sont plus volatiles, quand ils migrent dans la partie interne, eux, ils s'évaporent, et donc ils ne peuvent pas être accrétés. Dans ces cas-là, les planétésimaux qui se forment dans les disques externes, qui peuvent accréter à la fois les grains plus volatiles et les grains plus réfractaires, seront peu affectés par l'anomalie, parce que l'anomalie portée par les grains réfractaires est diluée dans les grains plus volatiles qui ne portent pas l'anomalie. Alors que pour le planétésimal qui se trouve à l'intérieur, qui se forme à l'intérieur, vu que lui ne peut qu'accréter la matière réfractaire, parce que la matière non volatile s'est évaporée, lui il sera affecté par une forte anomalie. Donc dans les deux cas, voilà, vous pouvez avoir des planétésimaux qui ont des anomalies isotopiques différentes, parce que certains porteurs, soit le porteur d'anomalie, soit les grains normaux, a été détruit. Alors, c'est un scénario alléchant, intéressant, jamais démontré quantitativement, mais maintenant qu'on connaît l'anomalie isotopique sur un grand nombre d'éléments, ben, ça montre que c'est un scénario qui a plutôt des problèmes. Parce que maintenant, on sait que les anomalies isotopiques concernent à la fois des éléments très réfractaires, comme les calcium et les titanes, de moins réfractaires, comme les chromes, et surtout même des volatiles, comme les zinc. Et pourtant, ils sont corrélés, parce que ce sont tous des anomalies isotopiques des atomes du groupe du fer, donc ils sont parfaitement corrélés, alors que, voilà, on concerne des aires des très réfractaires avec des relatifs assez volatiles. En plus, les isotopes produits dans le processus R et S sont portés par des grains présolaires différents, qui devraient avoir des températures de sublimation différentes. Or, on a vu qu'au moins pour les objets non carbonés, les anomalies R et les anomalies S sont parfaitement corrélées. On a aussi vu que les météorites de fer et les chondrites, soit carbonés, soit non carbonés, ont les mêmes anomalies isotopiques, mais se sont formés des millions d'années de séparation. Et dans un million d'années, les disques refroidissent énormément. Donc, si c'était dû à la destruction des grains par les biais de la température, on devrait avoir des anomalies isotopiques très différentes parmi les météorites de fer et les chondrites, simplement parce qu'entre-temps, les disques ont refroidi. Et en plus, vous l'avez compris de ces schémas, c'est toujours les grains plus réfractaires qui sont associés, disons, les objets du disque interne devraient avoir les anomalies qui caractérisent les grains les plus réfractaires, parce que c'est dans la partie interne du disque que les grains volatiles disparaissent. Or, comme on va voir tout de suite, c'est tout l'inverse. En fait, si on reprend nos diagrammes en chrome-titane, donc ici vous avez les météorites non carbonés, ici vous avez les météorites carbonés, ben, les grains plus réfractaires, c'est quoi? C'est les CAI et les AOA. Okay, on a vu cours 3 et cours 4. Et eux sont là-haut. Okay, ils sont très, très différents des météorites non carbonées, même des météorites carbonées. Et en fait, les météorites carbonées se trouvent
intermédiaire entre les non carbonés et les CAI et les AOA. Okay. Et effectivement, il a été démontré, par exemple par Schneider, au moins pour les chromes titane, que les anomalies isotopiques des chondres et des chondrites carbonés peuvent toutes s'expliquer par un mélange de matières non carbonées avec soit des CAI, soit des AOA. Donc, vous voyez que tout ça, c'est l'inverse. C'est les objets qui sont formés dans les systèmes solaires plus externes qui sont les plus proches des grains réfractaires. Alors qu'on s'attendrait exactement à l'inverse dans les schémas de processing thermique dans un disque protoplanétaire. Vous pourrez encore dire, oui, mais quand même, les anomalies isotopiques sont portées par les grains réfractaires. Alors pour quelques bizarreries, les grains réfractaires, les CAI, on les retrouve plutôt dans les conduites carbonées que dans les conduites non carbonées, mais c'est eux qui portent toute l'anomalie. Eh bien non, ils portent certaines anomalies, mais pas toutes. Par exemple, vous avez aussi la même dichotomie isotopique dans les isotopes du nickel. Okay. Et les CAI n'ont pas de nickel. Alors, les CAI sont toujours dans la bonne direction, c'est-à-dire les chondrites, les objets non carbonés sont très déficients en nickel 58, les chondrites carbonés sont plus riches en nickel 58, les CAI sont très riches en nickel 58, mais en fait n'ont presque pas de nickel. Donc, ils ont beau être riches en isotope 58, mais c'est richesse des pauvres. Voilà. Donc, si vous rajoutez, en fait, il n'y a que quelques centaines, peut-être maximum 1000 ppm partis sur 1 million de nickel dans un CAI. Donc, si vous prenez des matériels non carbonés et vous rajoutez des CAI, ben vous changez l'anomalie isotopique du molybdène 95, parce qu'il y a beaucoup de molybdène dans les CAI, mais vous changez presque rien le rapport isotopique du nickel, parce qu'il n'y a presque pas de nickel dans les CAI. Et donc, votre évolution rate complètement les chondrites carbonés. Donc, les CAI peuvent expliquer l'anomalie isotopique en chrome titane. Ça suffit de rajouter des CAI à la matière non carbonée pour expliquer les matières carbonées, mais pour les nickels, pas du tout. Alors, vous dites, bon, ok, peut-être que ce n'est pas les CAI, c'est des AOA. Mais pareil, les AOA ont en teneur, sont très anormales en nickel, comme les CAI, donc en principe pour les faire, mais tout en ayant la même concentration, des concentrations comparables en chrome dans les AOA et dans les chondrites, en nickel, restent quand même très pauvres, tout au plus 100%, alors qu'il y a 16% de nickel dans les chondrites. Donc, encore une fois, si vous partez d'une chondrite en statite, vous rajoutez autant d'AOA que vous voulez, vous faites évoluer beaucoup les chromes, mais vous ne faites pas évoluer beaucoup le nickel. Donc, le nickel ne peut pas venir simplement du rajout des AOA ou des CAI à la matière non carbonée. Et si vous prenez les zinc, on a vu il y a une dichotomie isotopique aussi dans les zinc, il y a 0 zinc dans les CAI et dans les AOA. Donc clairement, les CAI et les AOA ne peuvent pas expliquer ça. Donc, ce qu'on déduit est qu'en fait, en plus des CAI et des AOA, il doit y avoir d'autres grains moins réfractaires qui portent la même anomalie isotopique. Et ceci a du sens, parce que si vous vous souvenez, dans le cours numéro 3, donc on avait vu que les CAI se forment dans la séquence de condensation. Et c'est une séquence de condensation de laquelle ils sortent, parce qu'il y a un refroidissement dû à l'étalement du disque. Donc les CAI représentent le tout début de la séquence de condensation. Les AOA représentent des objets qui sont allés un tout petit peu plus loin de la séquence de condensation. Mais il doit y avoir des grains qui sont restés petits et qui ont continué à suivre la séquence de condensation pour devenir plus normaux, disons, en incorporant aussi des éléments de plus en plus volatiles. Et ces grains-là doivent avoir suivi après la même évolution dynamique des CAI, des AOA, être poussés par l'expansion du disque vers les disques externes. Et évidemment, ils contiennent plus d'éléments volatiles que les AOA et les CAI, mais les mêmes propriétés isotopiques, parce qu'ils sont issus de la même matière, simplement ont suivi la séquence de condensation un peu plus loin. Et donc, ça c'est la conclusion auquel la communauté arrive. Donc, Burkhardt et al. Appellent cette matière, donc il y a les mêmes propriétés isotopiques des CAI, mais qui a en fait la composition chimique solaire, un process primitive cloud material. Donc, c'est les premiers matériaux qui existaient au moment où les CAI se sont formés, et donc labellisés comme IC. Et il y a Petisso, Caltech, c'est la même chose, mais il l'appelle la poussière CAI-like. CAI-like, non pas parce qu'elle a la chimie des CAI, mais parce qu'elle a le même
anomalies isotopiques des CAI. Et donc, effectivement, les chondrites carbonés, du coup, peuvent être dans tous les éléments du groupe du fer et produits dans les processus R, intermédiaires entre la matière non carbonée et cette poussière qui a les mêmes propriétés isotopiques des CAI, mais qui comprend tous les éléments, y compris les plus volatiles, comme les zinc. Et donc, ceci invalide complètement l'hypothèse de la destruction thermique des porteurs, parce qu'on a besoin à la fois des grains réfractaires et des grains volatiles pour expliquer cette différence entre non carboné et carboné. Il faut rajouter cette CAI dust qui, elle, n'est pas réfractaire, mais contient aussi des éléments volatiles comme le zinc. Et donc, voilà, je dirais qu'on peut écarter cette hypothèse du processing thermique dans les disques et il faut aller vers quelque chose d'autre. Alors, ayant écarté ce modèle simple de processing thermique dans les disques, il faut trouver une autre explication. Alors, un travail plus raffiné, sur la base des nouvelles connaissances, un modèle plus raffiné a été proposé dans cet article par Nan et al. Et lui, il invoque un changement de composition dans la matière qui tombait pour former l'étoile et les disques. Donc, à gauche, on voit un schéma, à droite, on verra un peu des calculs ou des explications. Donc, l'idée est qu'initialement, les gaz ont la composition isotopique qui est enregistrée dans les CAI, dans les AOA et dans toute cette poussière CAI-like. Okay. Cette matière tombe essentiellement sur l'étoile, hein, c'est comme ça que l'étoile est en train de se former, mais aussi un peu à côté, et forme un petit disque qui s'étale viscosement, radialement. Okay. Et donc, les CAI qui se condensent en premier, très proches de l'étoile, comme on a vu dans les cours numéro 3 avec les irradiations, beryllium 10, etc., sont transportés aussi vers l'extérieur par cette expansion radiale du disque. Cette expansion radiale du disque semble être quelque chose de concret. On a fait, juste titre, le séminaire d'Adnan Ahmad, qui nous a montré que dès que les gaz s'effondrent pour former la protoétoile, l'étoile tourne de façon vortiqueuse. À la limite centrifuge, il y a du gaz très proche de l'étoile et ce gaz s'étale sur une échelle de temps de quelques années pour atteindre quelques unités astronomiques. Et ça, c'était les rayons du disque en fonction du temps. Donc, en 2 ans et demi, les disques s'étalent pratiquement des zéros à côté de l'étoile vers l'unité astronomique, donc en important aussi la matière au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'étoile, refroidit et donc condense. Donc ça, c'est la première phase qui permet de créer un disque qui est initialement uniformément rempli de matière qui a la composition isotopique des CAI. Donc là, on voit un petit modèle que j'avais fait, mais bon, c'est juste pour avoir une idée un peu plus cartésienne des choses. Donc initialement, 100% du disque, à toutes les distances héliocentriques, jusqu'à une dizaine d'unités astronomiques, a les propriétés isotopiques de CAI, donc 100% fait des matières CAI-like. Okay. À un moment donné, la matière qui continue à tomber sur l'étoile et sur les disques change un peu de propriété isotopique. Elle est moins riche en éléments produits par les supernovae, moins riche en éléments R produits par les processus R, et donc un peu différente, et ici est, est indiquée comme depleted in supernova-derived nuclides, donc moins riche en éléments, en isotopes lourds du groupe du fer et du processus R, donc indiqué par matière plutôt rouge. Okay. Et cette matière, pour une raison XY, tombe plutôt dans la partie interne du disque que dans la partie externe du disque. Okay. Ça, c'est une supposition. Il faut expliquer ce qu'on voit dans les météorites. On sait que les météorites nous suggèrent. Évidemment, si cette matière différente de la première matière tombe plutôt dans la partie interne du disque, dans la partie interne du disque, très vite, après quelques centaines de milliers d'années, on n'a plus de matière qui a la composition initiale des CAI parce qu'elle a été substituée par cette matière un peu différente. Et un peu de cette matière diffuse aussi vers l'extérieur, donc même à l'extérieur du disque,
on a plus 100% des matières avec les propriétés des CAI, mais cette fraction diminue un peu. Mais vous voyez un fort gradient, disons. Il n'y a plus de traces des matières avec la composition isotopique des CAI dans la partie interne, et il y en a encore dans la partie externe. Avec les temps qui passent, on a que le flux de matière sur les disques s'estompe, et les disques ont tendance à s'homogénéiser. Donc si vous allez sur des temps plus longs, vous avez que la quantité des matières qui a les propriétés isotopiques des CAI dans la partie externe diminue, parce qu'il y a la matière interne qui tend à diffuser vers la matière externe, mais aussi par la dérive des poussières. Les poussières externes ont plutôt tendance à rentrer dans les disques internes, et donc la fraction des matières qui a les propriétés semblables aux CAI remonte. Et si vous attendez suffisamment de temps, à peu près un demi-million d'années ou un million d'années, le disque devient complètement homogène. Alors, ça ne l'est pas, parce qu'on voit la dichotomie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'à un moment intermédiaire, quand le disque a encore un gradient, donc il y a pratiquement pas de matière qui a les propriétés des CAI à l'intérieur et une bonne fraction de matière, pas 100%, mais à peu près 50% de la matière a les propriétés des CAI dans la partie externe du disque, mais il y a une cassure qui se produit. Et le disque ne peut plus communiquer entre la partie externe et la partie interne. Donc cette cassure, cette barrière, on l'appelle la barrière de Jupiter, on verra dans une seconde pourquoi. Et du coup, les disques se divisent en deux disques qui ne communiquent plus. Et chaque disque s'homogénise, plus ou moins partiellement. Et donc, du coup, dans les disques internes, vous avez des propriétés différentes du disque externe, et vous avez un saut entre les deux, qui est la dichotomie. Okay. Ça, c'est un modèle qualitatif, hein, avec quelques petits modèles en D qui le rendent un peu plus quantitatif, mais ça reste un peu qualitatif quand même. Mais c'est la manière dont on conçoit aujourd'hui qu'il se forme un gradient isotopique, donc par ces changements de la matière qui tombe sous les disques, qui continuent à tomber des préférences dans la partie interne du disque, et à un moment donné, cette barrière qui permet donc d'homogénéiser les deux parties, les séparer, donc la dichotomie, et garder cette dichotomie dans les millions d'années, parce que les deux disques sont séparés et ne communiquent plus. Donc ça explique à la fois l'origine de la dichotomie isotopique et la préservation sous des millions d'années. Alors, la question est pourquoi on parle de la barrière de Jupiter? Parce que Jupiter pourrait faire les jobs. Donc d'abord, il existe. Donc on s'attache à quelque chose qui existe dans les systèmes solaires. Et puis il pourrait faire les jobs. Parce que quand une planète est suffisamment massive, elle crée un sillon dans les disques. Donc ici, vous avez, imaginez Jupiter à sa distance, ici normalisé à 1. Ici, vous avez les profils du gaz dans les disques. Puisque Jupiter est là, autour de l'orbite de Jupiter, il y a moins de gaz. Voilà, ça crée un gap, un sillon dans les disques. Et à cause de ces sillons dans les disques, la dérive radiale des poussières qui tendent à dériver à cause de la friction gazeuse vers l'étoile est bloquée au bord externe de ces sillons. Donc ici, dans les différentes courbes colorées, vous avez la distribution des poussières selon leur taille. Donc initialement, on met Jupiter. Donc Jupiter fait son sillon, on fait partir les poussières du disque externe et on regarde comment elles dérivent et comment elles se distribuent. Alors, si les poussières sont toutes petites, elles arrivent à passer à travers les sillons de Jupiter et rentrer dans les disques internes, donc les disques internes et les disques externes ne sont pas très différents. Mais si les poussières sont un peu plus grandes, et déjà 1 millimètre suffit, vous avez que la plupart des poussières sont bloquées au bord externe du sillon, elles s'arrêtent là, et très très peu arrivent à passer. Donc la densité des poussières entre les disques externes et les disques internes a un contraste de, ici, 7 ordres de grandeur. Okay. Donc en gros, les poussières n'arrivent pas à passer et donc Jupiter crée une barrière, les disques externes n'arrivent plus à envoyer de la matière dans les disques internes, les contaminer et donc homogénéiser les disques. Donc Jupiter pourrait suffire. Okay. La question est, est-ce que Jupiter peut se former si rapidement? Les disques ont tendance à s'homogénéiser très vite, typiquement en 300 000 ans. Donc il faudrait que Jupiter soit déjà là en 300 000 ans. Là, bon, voilà, c'est très douteux. Voilà. Mais on l'appelle barrière de Jupiter pour ça. Et en cosmochimie, vous entendrez toujours parler de barrière de Jupiter, parce que voilà, c'était la première proposition qui a été faite par Kruger et al. En 2017.
Mais peut-être, voilà, il faut une barrière, mais ce n'est pas dit qu'il soit dû à Jupiter. Et s'il y a une barrière qui se forme dans les disques, évidemment, les poussières s'accumulent à la barrière et ça peut avoir favorisé la formation de Jupiter, qui après, en produisant son sillon, a renforcé la barrière. Mais au départ, vu que la barrière est si rapide, je doute vraiment qu'elle soit due à Jupiter. Mais on continue à l'appeler barrière de Jupiter néanmoins. Alors, la question, hein, vous voyez ici l'efficacité de la barrière, la perméabilité de la barrière dépend de la taille des grains. Alors, on ne sait pas très bien quelle était la taille des grains, a priori, et on ne sait pas quelle était l'efficacité du sillon, ça dépend de la masse de Jupiter, d'un autre processus qui fait cette barrière, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les météorites? Donc, on peut regarder, et c'est un diagramme que je vous avais déjà montré au troisième cours, l'abondance et la taille des CAI dans les différents chondrites, maintenant carbonés et non carbonés. Okay. Parce que c'est les CAI et leurs compagnons qui portent ces grands epsilon en chrome, titane, etc. Pardon. Alors, on a que certains chondrites carbonés ont des CAI très gros, de l'ordre presque du millimètre, mais la plupart des chondrites carbonés ont des CAI relativement petits, de l'ordre de 50 microns. Et en taille, il n'y a pas trop de différence entre les chondrites carbonés et les chondrites non carbonés, en fait. Donc, comme vous voyez là. Mais ce qui est très différent, c'est l'abondance. Alors, dans les chondrites carbonés, les CAI occupent un volume non négligeable de la météorite, quelques pourcents, même les CM, les CO, les CR, qui n'ont pas énormément de CAI, ont quelques pourcents de leur volume occupé par les CAI. Pour les chondrites ordinaires en statite, voilà, c'est 0,01%. Et pour les Rumururtis, un peu plus, c'est 0,04%. Donc, empiriquement, les météorites nous disent que la barrière, quoi que soient les processus qui l'a formée, a été très efficace et a filtré, disons, 99% des grains de 50 microns, et encore plus pour les grains plus gros. Donc, c'était une barrière extrêmement efficace, bien plus efficace de celle qui était simulée ici, parce que vous voyez un dixième de millimètre tout passé. En fait, la barrière était beaucoup plus efficace. Donc, 99% de filtrage pour des grains de 50 microns, ça c'est empiriquement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu cette barrière qui s'est formée, très efficace. Donc, quelle devait être l'allure du disque protosolaire donc, à ce moment-là? Et en fait, on voit des disques autour des autres étoiles qui ressemblent à ça. C'est ce qu'on appelle les disques de transition. Donc, les disques de transition qu'on voit autour des autres étoiles sont des disques qui ont une distribution de gaz normale. Donc, ici, vous voyez l'abondance donc c'est une étoile, LK15. Donc, ici, c'est l'image. Ici, c'est un agrandissement de ce qui se passe là au centre. Et ici, c'est les profils radials de l'abondance de gaz et de poussière autour de cette étoile. Et donc, vous voyez que les profils de gaz est assez normal. Il y a plus de gaz vers l'intérieur. Peut-être ça décline un peu, mais il y a quand même beaucoup de gaz à l'intérieur et un peu moins à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est la poussière. Donc, il y a un grand trou de poussière à l'intérieur. Et là, ce que vous voyez sur ces images, c'est la poussière. C'est la lumière diffusée par la poussière. Donc, il y a cette cavité centrale qui montre qu'il n'y a pas de poussière, très peu de poussière au centre. Et il y a beaucoup de poussière qui s'accumule au bord, juste au bord de la barrière. Donc, voilà. Et après, beaucoup moins de poussière en allant vers l'extérieur du disque. Et donc, pour former comme ça un disque de ce type, il faut qu'il y ait une barrière qui empêche la poussière, qui est ici en grande quantité, de rentrer à l'intérieur, exactement comme dans les systèmes solaires. Donc, le système solaire est passé très vite dans une étape de ce type, avec une barrière qui a confiné la poussière du disque externe dans les disques externes et l'a empêché de rentrer dans les disques internes et contaminer les disques internes. C'est pour ça qu'on voit cette dichotomie entre les NC, les non carbonés et les carbonés. Alors, comment est due la barrière? Voilà, c'est notre histoire. Donc, est-ce que c'est dû à Jupiter? Est-ce que c'est dû à des planètes? Les observations, encore une fois, des autres étoiles nous aident. Donc, dans certains cas, c'est bien les planètes qui font ça. On a une étoile, PDS 70, qui est aussi un disque de transition. On a toutes les poussières qui sont concentrées dans un anneau assez large à partir d'une certaine distance. Et cette étoile a deux planètes
PDS 70B, PDS 70C, qui sont vus, ça c'est des images prises combinées, on combine plusieurs données de prise de télescopes différentes, mais ce n'est pas des dessins. Et donc, ce sont des planètes d'environ 3 masses de Jupiter et une masse de Jupiter. Et comme vous voyez, ils font bien le job. La planète d'une masse de Jupiter externe bloque toutes les poussières et l'empêche de rentrer à l'intérieur. Donc, il y a un trou. Près de l'étoile, il y a un peu de poussière, mais ça, c'est les poussières locales qui peuvent être très différentes de celles-ci parce qu'il n'y a pas communication entre les deux. Donc, notre système solaire aurait été quelque chose d'analogue avec des poussières qui ont des propriétés carbonées, des isotopiques de la matière carbonée à l'extérieur de Jupiter, et à l'intérieur, il y aurait eu une autre population de poussière qui est arrivée par l'infall des matières sur les disques et qui a les propriétés non carbonées. Voilà. Donc, ce schéma, d'une certaine manière, marche, et c'est assez crédible, il faut le comprendre plus dans les détails, plus quantitativement, mais disons, la réalité météoritique pointe vers ces schémas. Mais c'est seulement un schéma partiel. Alors, cette idée que toute la matière tombe près de l'étoile est certainement pas vraie et simpliste. Et pourquoi? Les météorites encore nous disent des choses. Quand on regarde la composition isotopique en désurage ou en azote 15/14, on voit que toute la matière du système solaire a des rapports isotopiques différents de ce qu'on retrouve dans les soleils et dans Jupiter, donc dans les gaz du disque. Okay. On est à la fois enrichi en deutérium et à la fois enrichi en azote 15. Et donc on est un isotope lourd. Et les comètes encore plus que les météorites. Mais bon, voilà. Donc, si c'est la matière tombée toujours près de l'étoile, les grains qui portent l'azote et l'hydrogène sont des grains relativement volatiles. Disons, c'est la glace, par exemple, qui porte l'hydrogène avec l'eau, et d'autres molécules comme HCN ou l'ammoniac, NH3, qui portent l'anomalie de l'azote. Okay. Si ces grains étaient tombés uniquement à proximité de l'étoile, ils auraient sublimé, parce qu'à proximité de l'étoile, il fait chaud, et donc immédiatement, ils se seraient équilibrés isotopiquement avec les gaz du disque, qui lui est porté par H2, l'hydrogène moléculaire, et N2, l'azote moléculaire. Le fait que dans la matière, on voit des anomalies isotopiques par rapport aux gaz du système solaire montre qu'au moins une partie de la matière interstellaire a dû tomber dans les disques suffisamment loin pour ne pas sublimer. Okay. Et après, quand on forme un objet, on peut combiner de la matière volatile qui a condensé dans les disques, mais qui aurait les valeurs isotopiques du Soleil et de Jupiter, avec de la matière qui est tombée directement du milieu interstellaire sans se sublimer, qui, elle, a une anomalie isotopique qu'on mesure dans les milieux interstellaires. Et d'ailleurs, si on fait un peu un bilan des masses, donc on prend les rapports isotopiques des sur H et azote 15 sur azote 14 observés dans les milieux interstellaires, et on regarde ce qu'on a dans les chondries, dans les météorites ou dans les comètes, on trouve que dans les météorites, il faut que 13% de l'eau et 5% de l'azote aient été apportés par des grains qui sont tombés dans la partie externe du disque, qui n'ont jamais sublimé, qui ne sont jamais équilibrés avec les gaz du disque. Et pour les comètes, qui se sont formées encore plus loin, ces fractions sont supérieures, c'est 28% et 15%. Donc, ce n'est pas énorme, mais il y a quand même de la matière qui tombe dans les disques externes. Les comètes nous suggèrent encore, donc on pourrait dire que la matière de façon prépondérante tombe près de l'étoile, mais il y a quand même de la matière qui tombe plus loin. Les comètes nous disent encore une autre histoire, et qui encore complexifie les scénarios. Donc les comètes, on l'a vu quand on discutait de dichotomie astéroïde-comète, ont une grande quantité de xénons, pratiquement une quantité solaire de xénons, alors que toutes les météorites, y compris les CI, sont déplétées de plusieurs ordres de grandeur. Donc ça veut dire, s'ils ont accrété du xénon en proportion solaire, ils ont accrété les xénons sous forme solide, condensés sur des grains,
Et ce qui est possible, ce sont des disques externes, et finalement, les xénons condensent à une température d'une 70 Kelvin, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des zones du disque où on s'attend que les xénons ne soient pas en gaz, mais condensent sous les grains. Et donc, c'est dans cette région-là qu'ils se sont formées les comètes. Mais, quand on regarde les xénons des comètes, donc là, c'est tous les différents rapports isotopiques des xénons, pour les comètes, ben, on a cette... donc, c'est normalisé pour les xénons 132, on a ces patterns-là, et alors que pour les soleils, ben, c'est par rapport au soleil, hein, donc on a fait déjà la deuxième normalisation, donc c'est horizontal, et pour les météorites, c'est pratiquement aussi horizontal. Il n'y a pas vraiment de dichotomie isotopique entre chondrites carbonés et les chondrites non carbonés, parce qu'ils ont accrété un zeste de xénon absorbé comme sous forme de gaz, et les gaz circulent partout, ils s'homogénisent, donc il ne doit pas y avoir d'anomalie, effectivement, on ne voit pas d'anomalie. Mais pour les comètes, qui ont accrété les xénons sous forme solide, on voit un grand déficit des xénons 134 et xénons 136 par rapport au Soleil et aux météorites. Or, ces isotopes-là du xénon sont produits dans les processus R. Donc, les comètes sont déficientes des isotopes du xénon produits par les processus R. Malheureusement, on sait ça seulement pour les xénons, parce que c'est un volatile. La comète 67P a été visitée par une sonde à côté, et donc il ne prenait que les gaz qui sortaient de la comète. Et on ne peut pas faire de telles analyses de molybdène, chrome, titane, etc. On a laissé avec les xénons. Mais le fait que les xénons soient déficitaires d'isotopes produits dans les processus R, c'est intriguant quand même, parce que les déficits d'isotopes produits dans les processus R, c'est la caractéristique des objets NC. Donc, du coup, ça suggère, et ça c'est un travail qu'on vient de soumettre, donc encore en forme de révision, donc c'est vraiment la recherche en train de se faire, ça suggère qu'en fait les disques, la stratigraphie du disque, n'est pas simplement NC à l'intérieur et CC à l'extérieur, mais soit plutôt NC, CC et NC à nouveau. Donc il y a les chondrites non carbonés, les objets, les chondrites et achondrites carbonés, mais plus loin, les comètes auraient à nouveau des propriétés isotopiques plus proches de celles qu'on trouve dans les systèmes internes. Bon, ça, c'est vraiment assez étonnant. Mais finalement, ce n'est pas si fou que ça. Donc reprenons notre schéma et modifions-le un tout petit peu à la lumière de ce que Adnan nous a parlé dans son séminaire lors du cours numéro 3. Donc, au départ, il y a un nuage, okay? Un nuage qui s'effondre pour former une étoile. Imaginons que ces nuages aient un gradient isotopique. Donc, à l'intérieur, la matière est plutôt à les propriétés isotopiques des CAI, et à l'extérieur est plutôt déplétée dans tout ce qui est processus R, processus supernova, etc. Donc Adnan nous a montré qu'au départ, dans cet effondrement, il se forme un cœur hydrostatique, qui s'appelle le premier cœur de Larson, et après ces cœurs s'effondrent d'un coup, parce que l'hydrogène moléculaire est dissocié, ça forme la protétoile et son petit disque à côté qui s'étale très rapidement. Donc c'est la partie qu'on a vue tout à l'heure. Mais après, donc, pendant que ces disques s'étalent, il y a toute la matière autour qui aussi commence à s'effondrer. Et Adnan nous avait montré cette vidéo donc, où la matière tombe à la fois sur les plans médians au bord du disque, donc toute cette matière périphérique tombe sur les plans médians au bord du disque, ce qui finalement empêche ces disques internes de continuer à s'étaler. Et une partie tombe sur la surface du disque. Alors, verticalement sur la surface du disque. Alors, qu'est-ce qui se passe de cette matière qui tombe verticalement dans la surface du disque? Les simulations ne le disent pas de façon très claire. C'est des problèmes de résolution, etc. Donc, on va essayer de travailler des plus dans le futur. Mais les météorites nous suggèrent que cette matière qui tombe verticalement sur la surface du disque tend plutôt à couler sur la surface du disque et atteindre les plans médians vers l'intérieur. Et si c'est vraiment le cas, donc confirmé par les futures simulations numériques, mais du coup, cette matière externe qui est pauvre en éléments supernova va complètement composer les disques externes, bloquer l'expansion du disque qui a les propriétés des CAI et va recontaminer les bouts internes de ces disques en créant cette stratigraphie qui est exactement celle que les météorites et les comètes nous suggèrent. Donc c'est une supposition, c'est une proposition qu'on fait dans cet article qui est en voie de révision. Et on verra. Et finalement, pour démontrer si c'est le cas ou pas, la seule manière de faire, c'est un retour d'échantillons cométaires
pour pouvoir analyser de la matière cométaire en laboratoire et regarder les éléments réfractaires comme les chromes, les titanes, les calciums, etc. et voir vraiment si la matière des comètes ressemble plus aux chondrites non carbonés qu'aux chondrites carbonés. Un jour, ça va se faire. Hein. Tous les agences spatiales ont dans les cartons une mission de retour d'échantillons cométaires. Ça va se faire. La question est quand. Ce sera probablement vers les années 40 ou 50. Donc, peut-être on ne saura pas la réponse. Enfin, ça dépend de l'âge dans la salle, mais même moi, je pense que je n'aurai pas la réponse. Et bon, voilà, je vous le dis comme ça, comme une hypothèse. Voilà. C'est qu'on ne comprend pas du tout dans ces schémas, qu'ils soient les schémas originaux des Nan-et-al ou même ces schémas un peu enrichis qui produisent les comètes NC vers l'extérieur, c'est la distribution des isotopes de type S qui, elle, est transverse par rapport à cette ligne NC-CC-CAI-like. Okay. Donc, ça ne peut pas s'expliquer simplement par un schéma comme ça, ni la corrélation presque parfaite entre les isotopes produits par les supernovae, comme les titanes, et les isotopes produits par les processus S, comme les zirconiums, sont parfaitement corrélés, alors que c'est deux processus complètement différents. Donc ça, c'est un problème qui reste ouvert. Je reviendrai sur le cours 8, qui est un peu, comme je disais, les cours sur les choses qu'on ne comprend pas, les spéculations sur comment est-ce qu'on pourrait comprendre mieux les choses dans le futur. On peut se poser la question de combien de barrières doivent exister dans les disques. Donc, parce que la dichotomie isotopique entre les non carbonés et les carbonés, à la limite, ça s'explique par une barrière, mais est-ce que c'est la seule barrière qu'on doit avoir eue dans les disques ou pas? Alors, une suggestion pour une deuxième barrière vient de l'analyse de météorites CI et des échantillons ramenés par les missions spatiales à Yabusa 2 et Osiris-Rex, des astéroïdes Ryugu et Bennu, qui sont des CI, donc c'est la même propriété. Donc, si on regarde les fers et les titanes ou d'autres éléments, mais il faut avoir les fers et les nickels. Il faut au moins avoir les fers et les nickels comme un des deux composantes. On voit que ces météorites CI se détachent des autres météorites carbonées et sont un peu intermédiaires entre les météorites non carbonées et les météorites carbonées. Donc, certains auteurs ont dit il n'y a pas une dichotomie, il y a une trichotomie, il y a trois groupes. Okay. Et s'il y a une trichotomie, du coup, on peut essayer de dire qu'il y a deux barrières. Alors, dans les systèmes solaires, si on pense que les barrières sont dues à des planètes, il y a deux planètes qui peuvent avoir fait des barrières, c'est Jupiter et Saturne. Uranus et Neptune ne sont pas assez grands, massifs pour créer des barrières dans les disques, mais Jupiter et Saturne peuvent les faire. Donc, on pourrait imaginer, c'était proposé par cet article de Dauphas et al., Nesvorny et al., qu'il y a eu deux barrières, une barrière de Jupiter avec les chondrites carbonés qui se sont formés entre Jupiter et Saturne, et une deuxième barrière créée par Saturne, et les météorites CI se forment au-delà de Saturne, dans la région d'Uranus et Neptune. Il y a aussi d'autres propositions, simplement que malheureusement notre collection des météorites est très limitée et très biaisée, donc peut-être il nous manque simplement des objets qui tomberaient entre les chondrites carbonés et les chondrites CI en comblant ces trous, ou alors que cette anomalie des chondrites CI qu'on voit encore une fois que dans les isotopes du fer et dans les isotopes du nickel. Si vous prenez les autres isotopes, les CI sont dans les champs des CC, pourraient être portés par des grains métalliques, fer-nickel, et que sont eux les porteurs de l'anomalie isotopique et qui sont particulièrement abondants dans les chondrites CI par rapport aux autres chondrites carbonés. Donc, que cette séparation des chondrites carbonés dans les isotopes du fer et du nickel invoque forcément une deuxième barrière, c'est peut-être pas si sûr que ça. En revanche, plus intriguant est qu'il y a dans plusieurs cas des très fortes similarités isotopiques entre une achondrite et une chondrite. Donc, entre un planétésimal qui se forme tôt et un planétésimal qui se forme très tard. Par exemple, parmi les mondes des non carbonés, les instatites, qui sont, pardon, les obrites, qui sont des achondrites, donc ils viennent d'un corps qui s'est différencié, ont
presque identiquement les mêmes propriétés isotopiques des chondrites instatites, qui elles se sont formées à 2 millions d'années, donc 1 million d'années plus tard. Parmi les chondrites carbonés, donc ici vous avez encore les isotopes du chrome et du titane, vous avez par exemple des météorites, des achondrites, comme celle-là en dur, et des chondrites, comme les cercles ouverts, qui ont des propriétés isotopiques pratiquement identiques. Et encore une fois, elles se sont formées à quelques millions d'années d'écart. Et donc, ça suggère que la matière, ce n'est pas complètement mélangé, même dans chaque réservoir, NC et CC, la matière, ce n'est pas complètement mélangé, mais elle a gardé une certaine hétérogénéité qui a perduré dans les millions d'années. Et pour ce faire, il faut que les poussières ne circulent pas, il faut que les poussières soient bloquées dans un réservoir donné. Alors, dans les disques extrasolaires, on voit que souvent les disques extrasolaires sont composés non pas simplement d'une cavité centrale comme les disques des transitions que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils ont une multitude d'anneaux et des sillons. Et donc ça c'est le cas de l'étoile HL Tau, la première pour laquelle cette structure a été mise en évidence, mais maintenant c'est un type de structure qui est assez général. Dès qu'un disque est un peu étendu, donc on peut le résoudre, c'est surtout une question de résolution, on voit que les disques ne sont pas du tout homogènes, mais sont fragmentés en anneaux de poussière. Et donc là, chaque anneau porterait sa propre poussière et la garderait. Et donc, vous pouvez former dans un anneau un planétésimal taux. Et après, avec la poussière restante, des millions d'années plus tard, quand un peu de gaz part, bon, on verra ça la semaine prochaine, vous pouvez former d'autres planétésimaux, mais c'est les mêmes réservoirs. Et ce n'est pas mélangé avec les réservoirs des autres anneaux. Donc, ce fait qu'il y ait des couples achondrites-chondrites qui ont pratiquement les mêmes propriétés isotopiques dans les systèmes solaires, nous suggère que dans les deux mondes, dans les disques internes NC et dans les disques externes CC, il y avait plusieurs anneaux, et chaque anneau a gardé au moins une grosse partie de sa matière en empêchant une homogénéisation parfaite sur l'âge de la vie du disque et en préservant ces hétérogénéités au cours du temps. Et à remarquer que, comme je dis tout à l'heure, dans notre système solaire, il n'y a que 2 planètes qui peuvent faire des anneaux, c'est Jupiter et Saturne. Et vu que on a besoin d'une barrière pour la dichotomie, on a besoin d'un anneau pour faire les couples instatites-aubrites, on a besoin d'un autre anneau pour faire les taphazracites, les CR, etc. Donc certainement, il y a plus d'anneaux que des planètes. Donc ça suggère que les planètes ouvrent des barrières, mais beaucoup de barrières sont dues à d'autres processus que la présence des planètes. Et j'avais montré dans un des cours de ma première année comment les processus magnéto-hydrodynamiques peuvent effectivement créer plusieurs anneaux des gaz et des poussières sans avoir besoin d'aucune planète qui les fasse à elle-même. Et donc voilà, pour terminer cette partie, légèrement plus tôt que d'habitude, voilà un petit résumé. Donc on va les revoir calmement parce qu'il y a beaucoup de matière qui est passée sur ce cours. Donc on s'est focalisé sur les anomalies isotopiques indépendantes de la masse, en particulier celles d'origine nucléosynthétique. Et elles nous montrent une dichotomie entre les chondrites carbonés et les chondrites non carbonés. Okay. Et la même dichotomie, on les retrouve dans les météorites de fer et dans les achondrites, et donc ça permet d'étendre les classes carbonées et non carbonées aux achondrites. Désormais, aujourd'hui, on parle d'une achondrite carbonée, d'une météorite de fer non carbonée, etc., chose qui était impossible avant, parce que carboné et non carboné était une classification basée sur les propriétés chimiques des chondrites, mais maintenant sont devenues des classifications basées sur les propriétés isotopiques. La dichotomie observée semble être incompatible avec la destruction thermique des grains porteurs d'anomalies. En revanche, elle suggère que c'est le matériel qui est tombé sur les disques qui a changé des propriétés au cours du temps, était d'abord plus riche en éléments produits par les supernovae et ensuite un peu déplété en éléments produits par les supernovae. Les différences ne sont pas énormes, c'est de l'ordre d'une part sur 1000 ou une part sur 10 000.
Donc c'est presque homogène les disques, c'est pour ça que pendant des décennies, on a toujours dit que le système solaire était homogène, isotopiquement homogène, et c'est seulement dernièrement, avec ces machines à très grande résolution, que la dichotomie a pu ressurgir. Et comme je montrais pour les comètes, peut-être cette matière qui est un peu appauvrie en éléments produits par les supernovae n'est pas seulement tombée à proximité du Soleil, mais aussi beaucoup plus loin, et c'est la matière qui constitue les comètes à vérifier dans le futur. Alors, la formation et le maintien de la dichotomie à partir d'un gradient isotopique, donc on peut expliquer comme ça un gradient isotopique, mais si on veut faire une dichotomie et on veut la maintenir sur des millions d'années, ben, il faut que rapidement on forme au moins une barrière contre la dérive radiale des poussières. Et cette barrière doit se former grosso modo dans les premiers 300 000 ans. Alors, cette barrière aurait pu être créée par Jupiter, mais la question est est-ce qu'une planète géante arrive à se former très massive si vite? Peut-être pas. Et en plus, on voit qu'il y a d'autres barrières, il y a eu probablement d'autres barrières dans les disques pour garder cette paire achondrite-chondrite qui ne sont pas dues aux planètes, parce qu'on n'a pas assez de planètes par rapport aux barrières dont on a besoin. Donc, mon interprétation à moi, est que même la première barrière naisse de processus magnéto-hydrodynamiques, et c'est en fait la barrière principale, celle qui aide la formation de Jupiter, qui ensuite, par ouverture de son sillon, la renforce. Donc la distribution des anomalies isotopiques produites par les processus S est beaucoup moins compris. Aujourd'hui, je me suis vraiment concentré sur les éléments du groupe du fer et les éléments produits dans les processus R. Donc on va discuter dans le cours numéro 8 un peu plus comment est-ce qu'on peut interpréter celles produites par les processus S, et en particulier, très intrigante, cette corrélation entre les processus S et les processus R. Donc voilà, je termine ici, juste vous rappeler que, bon, on a notre cours la semaine prochaine, même heure, même jour, et je commencerai à parler un peu des modèles de circulation des poussières, modèles de formation des planétésimaux. Je reprends des éléments de ma première année, mais j'ai réorganisé mes cours pour avoir vraiment une confrontation modèle-données météoritiques. Et demain, on commence une série de séminaires spéciaux, un peu plus techniques, par notre invité, David Nesvorny. Donc, ce seront des cours un peu plus techniques en anglais, mais vous êtes tous invités. Ils vont couvrir des sujets qui concernent les cours de l'année passée et les cours de cette année. Et le premier cours est demain à 10h30 en salle 2 et concernera la formation des binaires dans la ceinture de Kuiper, qui est ce qui nous conforte sur l'effondrement gravitationnel des poussières pour la formation des planétésimaux. Donc vous êtes tous invités si vous voulez venir. Et voilà, sinon je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.